Bonjour Lilia Majoub, et Bonjour. surtout un grand merci d'avoir accepté cette proposition émanant de l'ACF en Île-de-France pour répondre à ces quelques questions en vue des prochaines journées de l'ECF. Donc vous êtes membre de l'école de la cause freudienne, de l'AMP, mais aussi membre de l'ACF, de l'association de la cause freudienne en Île-de-France, et actuellement directrice des 54e journées de l'école de la cause freudienne qui auront lieu les 16 et 17 novembre prochains au Palais des Congrès à Paris. Alors justement, en tant que directrice des journées, de ces prochaines journées, que fait résonner pour vous ce titre, phrase marquante? Alors, c'est pas n'importe quel mot, raisonner, que vous utilisez. C'est un mot, en effet, qui est très lacanien, n'est-ce pas? Et effectivement, ce que votre question, en tout cas, fait résonner quelque chose à propos de phrases marquantes et en quoi une phrase, en effet, peut résonner. C'est-à-dire que elle peut être insaisissable, mais il y a des résonances, ne serait-ce que je dirais sa sonorité signifiante, elle peut être marquante comme ça, par son énigme, n'est-ce pas? Voilà, en quoi ça peut faire résonner quelque chose, mais on ne sait pas quoi, finalement. Voilà, c'est ça la phrase marquante. C'est pas quelque chose qui donne tout de suite son sens, sa signification. Elle demande, bien sûr, d'abord une certaine interrogation, un certain travail. Alors, ça, j'en parle du point de vue, de mon point de vue, si vous voulez. Et quand j'ai eu affaire à ce titre, ça n'a pas été du tout évident, parce que des phrases marquantes, on peut en trouver partout. On peut les cueillir bien sûr dans la clinique psychanalytique, déjà exposées, disons dans la littérature psychanalytique, il y en a pas mal, n'est-ce pas? Et je pense que on a été à bonne école avec Lacan, qui nous a enseigné en effet à prendre certaines phrases et à voir à quoi elles pouvaient renvoyer, hein, et quel en était le sujet. Voilà, ça c'est fondamental. Voilà ce que ça fait résonner pour moi. J'ai écrit pour cela tout un argumentaire, n'est-ce pas, pour essayer de donner des pistes, non pas pour donner des réponses, parce que je pense que définir ce qu'est une phrase marquante, ce serait un peu prétentieux, n'est-ce pas? Non seulement prétentieux, mais faux aussi, parce que on peut essayer d'approcher la question de la phrase, certes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une phrase d'abord? Quand on sait qu'une phrase, ça peut se réduire à un mot, hein, étant donné qu'un signifiant, c'est soit un phonème, soit un mot, soit toute une phrase, n'est-ce pas? Soit même plusieurs phrases. Voilà comment Lacan définit le signifiant. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une phrase, n'est-ce pas? Mais aussi pourquoi marquante? Alors, bien sûr, on a appris aussi que la question de la marque était importante, ne serait-ce que la question de la marque du signifiant. Il n'y a pas de marque du signifiant, n'est-ce pas? Ou alors, comme le dit Lacan, il y a une trace, n'est-ce pas, mais effacée. Parce que le signifiant, justement, s'il marquait, on pourrait comme ça le saisir, or il s'efface, et s'il y a une trace, elle est effacée, contrairement au signe, n'est-ce pas? Au signe qui s'adresse directement, qui se repère, bon. Donc, qui s'adresse à quelqu'un, j'entends. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande à s'interroger. Et je pense que ça a fait résonner beaucoup de choses oui, je disais dans la littérature psychanalytique, mais aussi les phrases qui nous ont nous-mêmes marquées dans la littérature tout court, n'est-ce pas? Ça renvoie à quelque chose de plus collectif, bien souvent. Mais attention, pourquoi est-elle marquante pour vous? Voilà. Qu'est-ce que la phrase que vous avez lue, le livre que vous avez lu, ou ce que vous avez extrait est marquant pour vous? Voilà, voilà ce que ça fait résonner. Mais bon, je pourrais m'étendre comme ça indéfiniment sur ce sujet. Je pense que je vais en rester là pour cette question.
Et j'espère que ça va Merci. susciter beaucoup, beaucoup de curiosité. Alors, comment définiriez-vous une phrase marquante dans la clinique psychanalytique? Repérez-vous des particularités dans votre pratique auprès des enfants? Alors, effectivement, euh, avec les enfants, il y a quelque chose de tout à fait, comment dire, qui semble plus simple, mais pas du tout, pas du tout. Une phrase dite par un enfant, on croit que c'est ce qu'il demande, par exemple, mais détrompons-nous, hein, bien souvent, il interroge quelque chose. Et ce qui m'intéresse chez les enfants, ce sont bien souvent leurs questions. C'est très important, un enfant qui pose des questions. C'est très important de ne pas lui donner de réponse, de boucher quelque chose qui, là, s'éveille, parce que Lacan disait une chose à propos de, justement, des questions des enfants. Il disait que un enfant pose des questions parce qu'il découvre, tout d'un coup, il a un certain recul, que on parle et que c'est pas du tout évident. Mais c'est vrai que nous ne posons pas la question, sauf le psychanalyste quand même, qui s'interroge à ce que ça veut dire que parler. Eh bien, un enfant se pose cette question, et c'est pour ça qu'il attaque comme ça le signifiant, n'est-ce pas? Comment dire, il le sollicite, il le triture, voilà. Mais il n'attend pas forcément une signification. C'est le signifiant qui l'intéresse. Pourquoi tel mot désigne telle chose? Pour lui, c'est quand même quelque chose par rapport à quoi il prend tout d'un coup un recul, quand il a déjà l'usage du signifiant, mais ça l'interroge, ça l'interroge. Alors ne bouchons pas tout de suite avec des réponses, croyant donner des significations qu'il attend, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, un petit garçon dont les parents s'étaient séparés et qui avait il avait produit comme symptôme de ne pas pouvoir s'endormir. Et il ne pouvait que s'endormir en se couchant ses parents étant séparés, devant la porte de sa mère, qui lui disait retourne dans ton lit, et puis finissait la nuit dans son lit. Bon, c'était absolument insupportable. Et puis sa mère un jour lui a dit écoute, j'en peux plus là, parce qu'il ne voulait pas dormir du tout. Eh bien, écoute, je vais appeler la police. Il lui a répondu, appelle papa. Je trouve ça, voyez, donc il y a des choses comme ça qui. Alors, effectivement, le père ne comprenait pas. Je lui ai fait savoir que cet enfant n'avait pas compris pourquoi ils étaient séparés, et c'est ça qui l'interrogeait. C'est ça. C'est où est papa? Hein, où est passé papa? Donc c'est ça qui l'interrogeait. Et donc il me dit, mais pourtant on lui a donné des explications, on lui a tout expliqué, on lui a jamais rien caché. Il faut croire que ça ne servait strictement à rien de lui donner toutes ces explications et de croire qu'on ne lui cachait rien. Mais voilà. Donc avec les enfants, les phrases sont d'abord, oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Où est-il dans une phrase? Ne nous précipitons pas, prenons le temps avec eux de voir en quoi ça peut être marquant. Hein, voilà. Alors, dans la théorie, y a-t-il des phrases marquantes qui ont orienté votre pratique de psychanalyste? Il y en a tellement. euh, que vous dire? Déjà, il y a quand même quelque chose qui a été, je pense, dès le départ, absolument primordial, c'est de recevoir la personne qui vient vous voir sans avoir aucun préjugé, sans avoir d'a priori. Bien souvent, on parle de table rase, n'est-ce pas? Que effectivement, il ne faut pas avoir d'a priori, il ne faut pas croire que ça ressemble à votre patient précédent, mais il ne faut pas avoir d'a priori à partir de ce que la personne vous dit déjà. Vous voyez, il ne faut pas prendre tout comme ça à la lettre, quelqu'un qui vient vous se plaindre de son compagnon, que ça va très mal, que celui-ci est affreux, enfin que sais-je. D'abord parce que on ne peut avoir aucun avis
comme ça, ou savoir sur le compagnon ou la compagne, que sais-je, de celui qui vient vous parler. C'est du réel, disait Lacan, le partenaire. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas tout de suite lui donner des conseils, séparez-vous, mais qu'attendez-vous? Faut attendre parce que on ne sait pas comment s'articule son symptôme, sa demande, son fantasme aussi, hein, quelle est la part de jouissance dans tout ça. Donc voilà, j'ai appris ça, à ne pas, et donc c'est une règle recommandée déjà par Freud, mais Lacan, lui, reprend ça et insiste. Donc voilà, ça a beaucoup orienté ma pratique, et puis après, bien sûr, il y a tout l'enseignement de Lacan. Alors là, c'est une lecture, bien sûr, soutenue de ce qu'il a. Et puis j'ai eu la chance de l'entendre aussi, donc à son enseignement, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et donc voilà, a priori c'est ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas, peut-être pourriez-vous préciser ce que vous vouliez dire par là, orienter la pratique. Une pratique, ça s'oriente d'abord de sa propre analyse, vous voyez. Voilà, c'est quand même ça qui importe, c'est-à-dire que c'est d'avoir pu apercevoir ce qu'il en était du parcours analytique, n'est-ce pas, de ce que devient votre demande, de ce que vous découvrez au fur et à mesure, non pas pour les appliquer à ceux qui viennent, mais pour savoir comment ça fonctionne, n'est-ce pas, et comment vous terminez une analyse, c'est-à-dire en étant quand même suffisamment au fait de ce que ça a été pour vous, n'est-ce pas, le désir de l'autre, l'objet qui cause votre désir, enfin en tout cas c'est pas un objet déterminé, c'est tout ça. Donc c'est ça qui oriente la pratique, c'est pas autre chose, vous voyez. Donc tabula rasa et puis l'analyse, voilà, à condition qu'on les menait jusqu'au bout pour savoir comment effectivement elle commence et elle se conclut. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup.